uncomplicated touch, stable as we go, consistent as we grow. I won't slow down, no need to rush. I'll say it in my dreams, strange as it may seem. J'ai envie de commencer une série de vidéos qui va me durer, je pense, tout le mois ou du moins toute la fin d'hiver, où vous allez m'accompagner sur mes jours de repos essentiellement, à chaque fois que j'aurai envie de discuter un petit peu avec vous. Et je me suis dit que j'allais commencer par l'une des choses que je préfère au monde, avec de la nourriture. Je sors d'un examen médical qui n'était pas quelque chose d'excessivement sympathique et j'ai décidé de me faire plaisir en me prenant quelques gâteaux en pâtisserie. Je vous montre un petit peu à quoi ils ressemblent, ne sont-ils pas fabuleux? Donc là nous avons un flan et ensuite nous avons une fleur de tonka. C'est une pâtisserie qui propose essentiellement des desserts sous forme de fleurs, comme vous pouvez le constater. Je suis tellement excitée à l'idée de les tester, ça me procure un réel plaisir. J'ai également pris ces adorables petites meringues pour ma maman et pour une de mes collègues. Je sais qu'elles vont adorer. Et dans le même genre, j'ai pris du beurre de chouchou, qui est fabriqué à La Rochelle, donc c'est vraiment très local. C'est l'une de mes choses préférées au monde, c'est de la marque Papawet, c'est complètement vegan pour les personnes que ça intéresse. C'est toute mon enfance, j'en ai mangé tous les étés et également à Noël. Donc j'étais ravie de découvrir l'année dernière que ce beurre existait. Dans les crêpes, c'est sensationnel. Mais j'ai également effectué quelques petits achats livresques que je vais m'empresser de vous montrer. J'ai beaucoup de chance, et en même temps c'est une réelle tentation, d'habiter tout à côté de librairie. J'en ai deux à 2 minutes à pied de chez moi, les autres sont à 5 minutes ou grand maximum 10 minutes. Tout d'abord, j'ai acheté ce petit ouvrage, c'est le premier tome d'une trilogie de Claire North qui s'intitule Le Serpent. La saga s'appelle La Maison des Jeux. C'était recommandé par les libraires sur place, donc je me suis laissée tenter. C'est de la fantasy qui se passe à Venise. Donc forcément, ça ne pouvait que me parler. J'adore Venise. Je compte le lire très bientôt, donc je vous en parlerai probablement dans ce vlog. Ensuite, un petit peu au hasard, j'ai pris La Péninsule aux 24 saisons d'Inaba Mayumi, qui m'a beaucoup fait penser, d'après ce que je peux en lire sur la 4e de couverture, à l'une de mes lectures préférées de l'année 2023, dont je vous ai déjà parlé, vous pouvez aller voir la vidéo, qui s'intitulait Une année à la campagne. C'était absolument fabuleux. C'était une femme qui racontait une année de vie en pleine campagne, en pleine montagne américaine, où elle a aménagé depuis des années pour devenir apicultrice. Elle a quitté un petit peu la grande ville et décidé de vivre vraiment un petit peu au rythme des saisons, de la nature, etc. Et cet ouvrage aborde également cette notion de saison, de nature, mais cette fois-ci au Japon, loin des grandes métropoles. Ça a l'air d'être doux. Je vais faire un petit peu ce que j'avais fait avec le précédent ouvrage, c'est-à-dire le lire au fur et à mesure des saisons. Bon là il y a une notion de 24 saisons, donc je vais voir un petit peu ce dont il est question, mais à mon avis je pense qu'on peut s'y retrouver. Et j'ai également acheté ce fabuleux ouvrage qui s'intitule Ce que la Palestine apporte au monde. Il est publié par les éditions Le Seuil, au sein des collections Araborama, qui il me semble est une collection créée par l'Institut du monde arabe, où a été proposée une exposition du même nom, en fait, tout simplement. Je pensais que c'était un catalogue d'exposition, mais c'est bien plus que ça. C'est 300 pages qui parlent de la Palestine, sous plusieurs angles. Je l'ai vu recommander à plusieurs endroits, et j'ai trouvé qu'en librairie, il était vraiment beau et bien fait, et de très très qualitatif, donc je me suis laissée tenter. Je vous en parle bientôt également. Bien, et maintenant je pense que je vais aller déguster mes pâtisseries.
pouvez le voir, je rentre de course et je me suis dit que j'allais vous présenter un petit peu des petites choses que j'ai achetées. Et peut-on admirer la beauté de ce sac? Je l'ai acheté à Londres à Noël dernier à Fortnum & Mason. Bref, parler de course c'est aussi une façon pour moi d'aborder un petit peu la question de l'alimentation, même si j'ai pas envie que ce soit un point central de ma chaîne, hein, mais j'ai toujours tendance à proposer des recettes dans mes vlogs où je montre des endroits où je mange, ce genre de choses, parce que j'adore manger, j'adore cuisiner. Ça a toujours été le cas et ça le sera toujours, je pense. J'ai une alimentation végétarienne depuis pratiquement 10 ans et j'ai une très forte tendance à manger uniquement végétalien lorsque je suis chez moi. C'est-à-dire 90% de mon temps. Cela va se retrouver beaucoup dans les aliments que vous allez retrouver. Je le mentionne pas forcément pour qu'il y ait une discussion à ce sujet, c'est simplement voilà, ce que je fais moi. Donc là je suis passée dans une épicerie asiatique, au marché et en supermarché pour faire une sorte de petit restock. Parce que je n'ai pas de voiture, je fais tout à pied ou en bus au maximum, donc là, je ne peux pas avoir de grosses quantités à chaque fois que je fais des courses. À l'épicerie asiatique, j'ai pris ce tofu traditionnel qui est le meilleur pour moi. Ensuite, j'ai pris des algues kombu que je mets tout simplement dans les soupes, des currys, ce genre de choses, voilà, pour apporter un petit peu plus d'iode. Bouillon surgelé, j'ai pris ces steaks entre guillemets de faux poulet Beyond Meat. À mon avis, ce sont les meilleurs en termes de goût, de texture sur le marché. Moi, je les utilise essentiellement pour faire des burgers. Pour rester dans les produits de ce même style, j'ai pris une fausse feta de la marque BioLife. Je ne l'ai jamais testée, c'est vraiment pour la goûter. La feta, je l'utilise essentiellement dans les cakes, dans les salades l'été. On a encore un petit peu de temps avant d'arriver là. Tartare végétal. Il n'y a aucune différence de goût avec le vrai tartare, donc autant prendre celui-ci. Il est essentiellement à base d'amandes, il me semble. De la margarine, je l'utilise essentiellement pour les cookies, les scones, les crumbles aussi. Ce sont vraiment les 3 aliments avec lesquels j'utilise, on va dire, du beurre. Et ça fonctionne tout aussi bien qu'avec du beurre animal. De la maïzena, toujours pratique à avoir, notamment lorsqu'on cherche un bon liant. C'est parfait aussi pour les béchamels. Des udon, j'ai eu très envie des udon. Mais il n'y en avait pas à l'épicerie asiatique, donc je me suis rabattue sur celle de supermarché, probablement les pires à acheter, mais voilà, j'avais vraiment trop envie d'en manger. Des conserves de légumineuses, pois chiches, haricots rouges, l'essentiel de mon alimentation. Du bouillon de légumes, et je viens d'ailleurs de me souvenir que j'avais prévu de voir s'il y avait une version bio. J'ai oublié de la prendre, donc bon, j'ai la version Nord. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais bon, c'est pratique. De la purée d'amande complète, je peux la mettre dans des currys, dans des légumes sautés, sur du pain aussi, si je veux plus le côté goûter. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance à l'utiliser pour la cuisine salée. D'ailleurs, pour la cuisine, j'ai repris des crèmes de soja. Alors, j'ai pas du tout de marque, je prends toujours celle du magasin où je vais. Là, je suis passée à Intermarché, donc c'est celle que j'ai prise, c'est la Regain Bio. Très pratique pour tout ce qui est quiche, gratin dauphinois, des plats avec de la crème, champignons à la crème, fondu de poireaux, des wraps. J'ai un petit peu la flemme de les faire moi-même, donc j'ai tendance à les acheter, très pratique pour les repas du midi. Un avocat, des légumineuses, un peu de sauce tomate, salsa, etc. C'est parfait. En parlant de légumineuses, des pâtes de lentilles corail. J'adore les pâtes, vraiment c'est l'aliment que je peux manger tous les jours. Vraiment, donc j'essaye de diversifier un petit peu mon type de pâtes parce que sinon c'est vraiment blé, et j'adore le blé, hein. Je consomme du blé, je ne réduis pas du tout mon apport de gluten, mais j'essaye quand même d'avoir un petit peu plus de protéines par-ci par-là, donc voilà. Des waza, c'est très pratique lorsque je n'ai pas de pain chez moi. C'est assez rare que je n'ai pas de pain étant donné que j'habite à 2 minutes d'une boulangerie, mais il y a un jour de fermeture dans la semaine et donc au cas où j'ai toujours ce genre de petites tartines, du gingembre en poudre. Pour les fruits et légumes, j'ai acheté des patates douces. Elles sont vraiment petites, j'ai pas pu trouver des plus grosses, ce qui est assez étrange d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai fait assez vite au marché parce qu'il pleuvait, donc j'ai pris un petit peu les premières venues. Donc j'adore les patates douces, j'en consomme toutes les semaines. C'est bon, c'est sucré, je les fais essentiellement rôtis au four ou sous forme de frites au four. Des avocats, des kiwis, ce sont à peu près les seuls fruits dont je ne me lasse pas en ce moment parce que c'est vrai que les fruits d'hiver, ça commence à bien faire. De toute manière, on arrive sur la fin. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les clémentines en ce moment, elles ne viennent même plus de France, elles viennent uniquement d'Espagne. J'ai du persil, j'essaie toujours d'en avoir du frais. J'en ai aussi du sec, hein, je ne vais pas mentir. Des champignons et des épinards dans ces sachets-là. À nouveau, très pratique. Légumes sautés, ça peut aller avec une omelette, ça peut aller dans des bobounes, dans des currys, c'est vraiment mon go-to, hein, les champignons, carottes d'ailleurs, les carottes, j'en ai repris. J'ai un petit peu honte, mais j'ai pris un concombre, je jure, il était de France, mais c'est vrai que comme je l'ai dit, l'hiver j'en peux plus, j'ai besoin d'un peu de fraîcheur, même s'il fait déjà suffisamment frais dehors, mais j'ai besoin d'un peu plus d'eau dans mes légumes, donc j'avoue que j'ai pris un concombre.
c'est pas le mieux, voilà, c'était assez exceptionnel et j'en avais envie. La quart de chou rouge, je l'ai pris en supermarché parce que tout simplement sur le marché ils n'en vendent pas en découpé tout simplement, et clairement moi un chou rouge à moi toute seule, ça fait un petit peu long. Déjà là le quart, faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. En général je sais pas si vous faites vos courses de cette façon, mais j'ai tendance à savoir ce que je vais faire des aliments que j'achète. Déjà tout simplement parce que je ne fais pas de courses sans liste, donc je sais déjà ce que je compte cuisiner. Et voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Encore des wraps de maïs. Comme ça se conserve longtemps, j'avoue que je fais des stocks lorsque je vais dans des gros supermarchés. En général, sinon je vais pas vraiment dans des gros supermarchés, donc pour une fois j'en ai profité. J'ai racheté le meilleur chocolat en poudre. A priori, en termes de commerce équitable, il est plutôt bien. J'espère que c'est pas juste du marketing, mais en tout cas c'est celui que je prends, je préfère en goût, et c'est vrai que forcément le chocolat, il y a tout un côté politique derrière, voilà, sur lequel j'essaye d'agir à ma micro-échelle, et encore, il y a bien mieux que ça, mais voilà, je fais aussi selon mon budget. Déjà celui-là coûte pratiquement 6 €. On fait comme on peut. Encore des pâtes. Alors là j'ai pris la marque Repère tout simplement parce que c'était la seule marque qui avait des pâtes en forme de coquillage et j'avais très envie d'en avoir parce que je suis une gamine comme ça. Et puis j'écoute mes envies culinaires, donc voilà, j'avais envie de pâtes coquillage, donc j'en ai acheté. En parlant de pâtes, j'ai également acheté ces pâtes blé, quinoa, tomate. Je pense que je suis la seule personne au monde à les aimer. C'est un petit budget, donc pas tout le temps. Mais à nouveau, il y a un peu de quinoa à l'intérieur, donc ça fait une microdose de, on va dire, protéines en plus par rapport au blé classique, et ça change un petit peu. J'ai également pris du basilic et du persil, comme je l'ai dit, sec directement, en contenant de la sorte. Là nous sommes en février, donc j'ai très hâte que le basilic frais revienne, que je puisse le mettre peut-être à l'extérieur, ou au minimum que je puisse en faire pousser chez mes parents et que je le récupère tout simplement. Et en petit plaisir, je parle petit plaisir parce que c'est cher, j'ai pris cette sauce au pesto basilic pistache de Barilla à côté. J'ai aussi ce lait végétal, donc là c'est le Alpro, c'est bon ça. Je viens juste de réaliser que j'ai perdu le capuchon, donc heureusement que j'en ai un actuellement dans mon frigo, et lorsque j'aurai terminé, je le mettrai sur celui-ci. J'alterne tout le temps de lait végétaux parce que je bois pas de lait de vache. J'ai pas de préféré, donc je passe ma vie à en tester. J'aime bien le Alpro au coco. Celui-ci, je vais le tester pour la première fois parce qu'il n'est pas toujours disponible. C'est essentiellement du lait d'avoine un petit peu amélioré. Et pour conclure, j'ai un paquet de gâteaux. Il faut savoir que, on va dire 98% des gâteaux que je mange, je les fais moi-même, tout simplement parce que j'adore pâtisser et parce que je préfère ça au goût et que c'est moins cher et au moins je contrôle ce que j'ai à l'intérieur. Mais j'ai toujours besoin d'avoir dans mes placards un paquet de gâteaux pour me sauver, généralement juste avant mes règles ou pendant mes règles, quand je suis crevée, que j'ai pas envie de cuisiner, que j'ai très faim. Ça c'est mon paquet de secours, donc chaque mois j'ai un paquet de secours juste au cas où. Donc des fois ça peut être le paquet du mois d'avant, hein, si je ne l'ai pas mangé bien sûr. Donc là ce sont des cookies, non ce sont même pas des cookies, ce sont des sablés aux pépites de chocolat et flocons d'avoine. Je les adore, ils sont très sucrés, ils sont absolument merveilleux. Bien, donc je pense que je vais aller ranger tout ça et on se retrouve plus tard. Eu não vou chorar, contanto que eu me lembre que é bem longe eu vou ficar. Entrei no jogo pra perder, mas tô bem acostumado a cantar samba triste que mais parece fado. J'ai lu des livres et j'ai envie d'en parler. Alors on va commencer par le roman. Voici Le Serpent, c'est le tome 1 de la Maison des Jeux de Claire North. Je vous avais déjà parlé de cet ouvrage lors d'un book haul par lequel j'ai commencé cette vidéo. Donc je l'ai lu en un après-midi, ça se dévore, mais vraiment, honnêtement, comme vous le voyez de toute manière, c'est très petit. C'est un tome 1, mais il peut être lu sans lire la suite, à mon sens. Personnellement, je ne suis pas sûre de lire la suite. Bref, de quoi il s'agit? C'est un ouvrage de fantasy qui se passe, on va dire, dans la Venise du XVIIe siècle, a priori. C'est ce qu'on nous laisse entendre en tout cas. J'ai tendance à croire que c'est le cas. Nous suivons le personnage de Téné, qui
est une jeune femme mariée à un homme absolument odieux qui est très renfermée sur elle-même au sens où voilà, la société, sa famille, son mari la force à être comme ça. Elle ne dit pas un mot de travers, elle essaye vraiment d'être le plus lisse et le plus oubliable possible. Un soir, elle se retrouve entraînée par son mari dans un établissement un petit peu particulier où l'on va tout simplement jouer à des jeux d'argent parce que son mari boit beaucoup, dépense beaucoup, doit beaucoup d'argent aussi à des emprunteurs. Donc les jeux d'argent semblent être la solution pour lui. Mais dans cet établissement, elle va attirer l'attention de certaines personnes ou d'une certaine personne, on ne sait pas trop, ce qui aura pour conséquence de la plonger dans un univers complètement inattendu. Ici, notre héroïne va devenir joueuse sur un grand plateau qui se trouve être Venise. C'est un jeu politique qu'elle va jouer contre d'autres personnes qu'elle ne connaît pas, où le but, sans trop en dévoiler parce que c'est tout de même un petit livre, va être de faire gagner, on va dire, son candidat. Chacun des joueurs a une personne qu'elle doit faire gagner et voilà, chacun va essayer de sortir vainqueur de ce challenge. C'est extrêmement dynamique, c'est un vrai page turner. À nouveau, comme je l'ai dit, moi je l'ai lu vraiment en une traite, en un après-midi, c'était dévoré. C'est plutôt bien écrit, c'est divertissant et en même temps c'est un mélange des genres, ce que l'on retrouve de plus en plus, je trouve, en fantasy et de façon générale dans la littérature de l'imaginaire, ce qui me plaît. Je ne sais pas où j'arrive et je ne sais pas non plus où je vais. Et c'est extrêmement, on va dire, séduisant de partir ainsi, d'être quelque peu porté, manipulé par l'auteur ou l'autrice. Bref, c'est un grand jeu sur un plateau réel qui se trouve être Venise au XVIIe siècle. Absolument fascinant, divertissant. Ensuite, l'ouvrage dont je vous ai également parlé, ce beau livre qui s'intitule Ce que la Palestine apporte au monde. Je ne l'ai pas terminé parce qu'il est tout de même assez grand et ce n'est pas un livre qu'il faut lire d'une traite. J'essaye de lire, on va dire, un article tous les 2 jours. J'ai commencé par un article par jour, puis après j'ai réalisé que la vie me demande quand même beaucoup de temps, donc j'ai pas forcément la possibilité de me plonger à chaque fois dans des articles qui sont tout de même, même s'ils sont courts, puissants. Maintenant que je l'ai commencé, je peux vous en parler un petit peu plus. C'est donc un livre qui se partage en 3 parties. Donc, dans un premier temps, tout ce qui a trait au pays. 2 plans principalement, l'aspect géographique de la Palestine, donc toutes les questions historiques, géographiques. Comme je l'ai précisé, c'est en 50 articles écrits par des personnes différentes à chaque fois, donc c'est très varié, les points de vue sont différents, j'aime beaucoup, et à chaque fois il y a un renvoi à des références si on souhaite approfondir un thème. Ça fait un petit peu penser à, vous savez, ce livre, je ne sais pas si je vous l'ai présenté, si je ne vous l'ai pas présenté, je le fais juste après, Colonisation, qui parle du même principe. Bref, donc première partie sur le pays, à la fois géographique et à la fois sur les habitants, notamment les habitants sur place, mais également les habitants en diaspora. La deuxième partie est consacrée à la cause politique sur 3 plans essentiellement. International, donc ce qui a créé des liens à l'étranger, les Black Panthers, mai 68, en Iran, etc. Ensuite, il y a une partie sur la politique un petit peu plus régionale, je dirais. Et ensuite, il y a des questions propres à cette cause, on va dire, notamment les questions d'apartheid, israélien précisément, mais également d'archéologie. L'aspect archéologique et politique m'intéresse toujours de façon générale, et là c'est très présent. Et ensuite, la troisième partie est consacrée à l'aspect culturel, donc cela soit la littérature, le kéfief, les arts du tissage, la bande dessinée, ce genre de choses. Pour le moment, je le lis dans l'ordre proposé par l'ouvrage, mais je suis en train de me tâter parce qu'il y a des articles qui me tentent beaucoup, qui sont beaucoup plus loin, donc il est possible que je déroge un petit peu à cet ordre. Et je vous ai parlé de l'ouvrage juste derrière, je vais aller le récupérer sous ma plante. Et donc cet ouvrage, on remarquera que le marque-page est similaire parce que je l'achète dans l'une de mes librairies préférées ici, et ils ont très très bon rayon politique généralement. Les ouvrages qui m'intéressent, ils les ont. Et comme je passe devant tous les jours, c'est très facile de s'arrêter. Bref, Colonisation, sous la direction de Pierre Singaravellu, qui est un historien assez connu.
notamment sur ce type de questions. Donc à la manière d'un bûcheron qui avait proposé une histoire mondiale de la France il y a quelques années, ici il est question des colonisations françaises, de notre histoire. Notre histoire, ce n'est pas uniquement du point de vue des Français, c'est aussi et surtout du point de vue des colonisés. C'est un énorme ouvrage, je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma tête. Bon, elle n'est pas très grande, mais elle est quand même pas si petite que ça, donc très gros. Je fais appel à de nombreuses chercheuses et de nombreux chercheurs situés partout dans le monde, que cela soit dans les pays colonisés ou en France. L'intérêt de faire appel à ces personnes, c'est qu'elles sont directement concernées, elles parlent la langue du pays, elles ont donc accès plus facilement également à des archives sur place. Ce sont des petits articles de peut-être 2-3 pages maximum, où à chaque fois il est fait mention à de plus grandes références si on souhaite poursuivre un thème. Ce livre est constitué d'une manière assez particulière, puisque plutôt que d'aller on va dire décolonisation jusqu'à la conséquence aujourd'hui, il part de aujourd'hui et ensuite il remonte le temps. J'ai été très charmée presque par cette façon d'envisager les choses. Il y a bien peut-être, je sais même pas, au moins 200 personnes qui ont dû écrire, donc c'est beaucoup de personnes. Tout le monde ne peut pas être ou représenter ce que j'apprécie chez l'être humain, donc il y a des noms qui m'ont fait un petit peu tiquer, pas beaucoup, mais il y a certains noms qui m'ont surprise. Je vous le recommande, il est érudit mais en même temps très accessible puisqu'il est à destination tout de même du grand public. Bien, et sur ce, je pense que je vais aller me préparer parce que je vais manger avec des copines. Je vais vous amener avec moi dans un petit café extrêmement mignon que j'adore. Les chefs et tout, ils en avaient discuté. Petit instant littéraire, je vais vous parler de ma lecture du moment et également de 3 ouvrages que j'ai envie de lire cette année. En ce moment, j'ai eu envie de lire un policier, donc j'ai sorti ce classique de la littérature britannique qui s'appelle La fille du temps de Josephine Tey, qui n'est absolument pas connu a priori. Je suis tombée dessus parce qu'il était dans un top 100 des livres policiers à lire dans un grand magazine ou quelque chose comme ça, et je me suis dit que j'avais jamais lu cet ouvrage. Il était classé avant Agatha Christie, vous voyez, donc je me suis dit qu'il fallait que je me le procure. Oui, notez ce magnifique marque-page que j'ai acheté dans une petite papeterie à Florence, comme vous le savez, est une ville que j'adore. Donc voilà, je n'ai pas pu résister, il était magnifique, des fleurs, Florence, tout ça. J'ai tendance à ne pas acheter de souvenirs en voyage, et depuis, on va dire peut-être 1 an, j'essaye de rectifier ça. Donc voilà, ça c'était mon petit souvenir de voyage. Bref, Josephine Tey, La fille du temps, c'est un livre qui fait partie d'une saga policière, il me semble que c'est le tome 4, Les aventures de l'inspecteur Grant, je crois. Je ne connaissais pas du tout, je n'ai pas lu les autres ouvrages, je me suis directement jetée sur celui-ci. Alors c'est un livre qui est un petit peu particulier et c'est pour ça qu'il m'a autant plu. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que même si l'histoire se passe, je ne sais pas, dans les années 50 on va dire, l'enquête repose sur un crime commis des siècles auparavant, puisque l'on va s'intéresser au personnage de Richard III. En fait, l'inspecteur est blessé, il est à l'hôpital, il a une jambe dans le plâtre ou je ne sais plus. Il s'ennuie
Donc il demande à une amie de lui ramener quoi éviter de trop s'ennuyer. Et il tombe sur une représentation d'un tableau, pardon, de Richard III. Et il y a quelque chose qui l'interpelle dans ce tableau, dans le regard. Il trouve que ce qu'il perçoit de ce personnage ne va pas avec ce que l'on connaît de Richard III, donc ce tueur qui aurait assassiné ses neveux afin d'obtenir le trône, puisque c'était son frère qui, avant de décéder, était roi. Et donc il va partir à la recherche très a posteriori de la vérité. J'ai lu 60 pages sur 200. Pour le moment, voilà, on est au début, ça ne décolle pas. J'attends de vraiment le moment où je vais être plongée dans l'enquête. J'espère que ça va arriver. L'idée me plaît toujours autant, donc je vais poursuivre cette lecture. Et ensuite, je vais rapidement vous parler de 3 ouvrages. Alors ça, c'est un classique de la littérature que j'ai dans ma palle depuis, j'en sais rien, peut-être 15 ans, j'en sais rien. Les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Il faut que je lise les 3 mousquetaires cette année. J'aime beaucoup Alexandre Dumas. Je trouve qu'il écrit très bien, qu'il est très divertissant. C'est très fluide, c'est assez humain. C'est épique, alors je me le garde pour cet été. Bon, le problème c'est que moi l'été, c'est le moment où je travaille le plus, donc je ne sais pas si j'aurai la capacité mentale, ou du moins la place mentale, pour subir la mort de certains personnages, parce que forcément je connais les 3 mousquetaires, je sais ce qu'il se passe, je pense qu'il y a des choses qui peuvent me faire tiquer, donc voilà, j'espère ne pas être déçue par cette lecture. Ensuite, un ouvrage que j'ai acheté, je crois, une semaine après sa sortie, donc je l'ai acheté, il me semble, en mai ou en juin, je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti, ouais voilà c'est ça, dépôt légal mai 2023, donc il a dû sortir à cette époque-là. Il s'agit des femmes et du style pour un feminist gaze d'Azélie Fayol. Donc c'est un ouvrage que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. C'est une youtubeuse que je suis de temps en temps, selon les vidéos en fait, ça dépend des thèmes, des ouvrages qu'elle aborde, qui est très pertinente, très intéressante. Elle connaît beaucoup de choses sur la littérature. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a proposé cet ouvrage qui aborde la littérature d'un point de vue féministe au sens de regard féministe. Ça fait un petit peu référence, vous savez, à l'ouvrage d'Iris Bray où elle abordait la notion du regard féminin dans le monde du cinéma. Là, elle aborde la question du regard féministe dans la littérature, ce qui est encore plus précis, plus pointu, et ce qui me passionne encore plus. Elle aborde de nombreuses autrices, vu que j'ai lu la préface et le début de son premier chapitre. Elle aborde de nombreuses autrices que je ne connais pas, donc j'ai de nombreux noms que je souhaite découvrir. Mon seul hic, c'est que j'ai peur que ça soit un petit peu blanc comme ouvrage, donc je vais voir, hein, ça se trouve je me trompe complètement et on va avoir beaucoup de références autres, qu'elle aborde cette notion de façon un petit peu plus globale que vraiment centrée sur la France, les États-Unis et l'Angleterre. Finalement, un dernier ouvrage que j'ai acheté également, je dirais à l'été passé, il s'agit d'Habiter une ville touristique, une vue sur mer pour les précaires. C'est un livre des éditions du commun qui a immédiatement résonné en moi parce que la question d'habiter une ville touristique me parle. J'habite une ville très touristique en bord de mer. Je suis née ici, j'ai toujours connu cet endroit, je l'ai vu évoluer. Je suis partie pour mes études, j'ai travaillé un petit peu ailleurs, puis je suis revenue parce que de toute manière ma famille est là et c'est ici que je me sens le mieux, tout simplement. Et j'ai vu évoluer cette ville, les villes alentours. J'ai vu l'effet de la location de courte durée notamment, et plein d'autres choses dont ce livre parle. Le fait d'habiter là où les gens vont en vacances, tout ce qu'il peut y avoir d'économique, social et politique derrière ça, notamment en ce qui concerne le logement. C'est un thème qui me parle beaucoup, notamment à La Rochelle. C'est catastrophique, honnêtement. Vous pouvez tenter d'aller regarder rien que sur le Bon Coin ou autre, les locations, parce qu'énormément de logements sont uniquement en Airbnb. Et ensuite il y a la version un petit peu plus subtile, mais tout aussi terrible pour les personnes qui vivent à l'année ici, qui travaillent à l'année ici. Les propriétaires louent de septembre à juin, et ensuite de juin à septembre ils le mettent en location Airbnb. Donc c'est très vicieux et c'est juste une seule des choses qui est abordée dans cet ouvrage. Ils prennent pour sujet d'étude une ville bretonne, mais je me retrouve quand même beaucoup
dans ce qui a l'air d'être proposé. J'ai lu la préface, l'introduction et le début du premier chapitre, donc vraiment je ne l'ai pas encore bien développé, mais c'est un thème qui m'intéresse énormément, sur lequel j'attends beaucoup, et je suis très contente qu'on aborde ce sujet. La réflexion politique sur la notion de propriété se pose, enfin bref, j'attends beaucoup de cet ouvrage et j'espère qu'il ne me décevra pas. Pour le repas du jour, ça va être simple. Reste de houmous maison fait la veille avec des poivrons marinés que je vais poser sur un pain muesli, c'est ainsi qu'ils l'appellent en boulangerie. C'est un pain mélangeant des flocons d'avoine, des dattes, des cranberries. C'est ultra facile à préparer, c'est simple, c'est bon, c'est gourmand. C'est le repas de flemme parfait. Staying home when you're working late again. Quiet phone, it's already 10 p.m. This is new, getting used to missing you. Been a while, usually we're so in tune. Ooh, you got me. Ooh, wishing we could be on the same page, but I know this is a phase, and honestly, I'm alright on my own. I enjoy having some time alone, but when it gets late, I miss you so much when you're at work, so I'll try to stay awake till you come home, till you come home. Je viens de prendre des billets pour Londres avec ma maman. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je profite du fait que les billets d'Eurostar ne soient pas trop chers, vu que vous savez à quel point je préfère voyager en train. C'est quelque chose que j'avais très envie de faire. Ça peut paraître étrange ou pas, j'en sais rien. J'imagine que chacun a sa vie de famille. C'est la première fois que ma maman et moi allons partir ensemble, toutes les deux, à l'étranger. Enfin même partir ensemble toutes les deux, on l'a fait une seule fois, c'était quand j'avais je crois 14 ans. Et on était partis, je crois, 2 jours à Paris toutes les deux. Et c'est tout. Et j'avais très envie cette année, voilà, pour plein de raisons, de prendre voilà, un moment avec elle. Elle va très peu à l'étranger et y aller uniquement avec moi, je pense que ça va nous faire du bien à toutes les deux. Et je suis beaucoup trop contente. Oh là là, je suis déjà en train de réfléchir à tout ce qu'on va pouvoir faire, sachant que moi j'y suis déjà allée peut-être, je sais pas, au moins 7 fois. Donc vraiment c'est pour elle en fait. Là moi je vais vraiment tout organiser pour tout ce qui est pratique et cetera, histoire qu'elle n'ait rien à faire, rien à chercher, qu'elle ne se stresse pas pour ça, et après voilà, je lui demanderai, voilà, les choses qu'elle a envie de faire ou ce qu'elle aimerait manger, et après on organisera ça, en fonction de tout ça. Je suis trop contente. Je vais conclure ainsi cette, fin de vlog parce que je pourrais continuer, ad vitam aeternam et je pense que cette vidéo fait déjà bien 1 h 30, donc à monter ça va être assez intéressant de voir ce que je vais pouvoir garder et ce que je vais pouvoir enlever également. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter à ce sujet, n'hésitez pas à partager, vos passions du moment, vos lectures également. Dites-moi si vous avez prévu de voyager. Bonne fin de journée à vous, bonne soirée. Au revoir.